J'organisais un petit gala de charité lorsque la mère de mon mari est arrivée sans y être invitée et m'a publiquement accusée de détournement de fonds. Elle vole les fonds, a-t-elle dit aux invités. Mon mari s'est avancé, non pas pour me défendre, mais pour dire « Nous avons des inquiétudes ». Les donateurs ont immédiatement retiré leur soutien. J'ai fouillé dans les journaux financiers et trouvé un nouveau compte lié à mon nom, mais créé à partir d'une adresse IP qui menait à « Bonjour, je suis Rachel, 42 ans, d'Erié, en Pennsylvanie. Je pensais avoir une vie décente, pas parfaite, mais décente. Mariée à un homme en qui j'avais confiance, travaillant dur pour une association caritative que j'ai aidé à construire à partir de zéro. Organiser un petit gala local aurait dû être une soirée paisible. Ça ne l'a pas été. Cette nuit a tout changé. J'ai découvert à quel point les gens peuvent être froids, surtout ceux qui vous sourient de l'autre côté de la table. J'avais planifié l'événement pendant des semaines, une modeste soirée caritative pour Hope Forward, l'association à but non lucratif que j'ai cofondée il y a 10 ans. Nous aidons les familles en difficulté, nourriture, fournitures scolaires, loyer d'urgence, des choses comme ça. Rien d'extravagant. Nous avons loué une salle au centre communautaire d'Erié. Des amuse-gueules, de la musique douce, du vin offert par un propriétaire de bar local. Le but était de montrer aux donateurs où était allé leur argent, rapport de progrès. Quelques exemples de réussite. Les choses allaient bien jusqu'à ce que je la voie. Joanne, la mère de mon mari. Elle n'était pas invitée. C'était intentionnel. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Chaque fois que nous interagissions, elle faisait des commentaires sarcastiques. Elle a toujours détesté que Nat m'épouse. A dit que j'étais trop ambitieuse. Que je n'étais pas du genre à fonder une famille. Elle est entrée directement dans la salle sans établir de contact visuel, toujours dans son manteau humide. Elle s'est approchée juste à côté de moi, est montée sur scène et m'a arraché le micro des mains comme si c'était le sien. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas souri. Elle a juste regardé la salle et a dit « Je suis désolée d'interrompre, mais je pense que tout le monde ici mérite de savoir. Rachel vole les fonds ». La salle est devenue silencieuse. Mon cerveau ne pouvait même pas le traiter au début. Je pensais qu'elle plaisantait, qu'elle avait un épisode bizarre, ou peut-être qu'elle était ivre. Puis Nat, mon mari, s'est avancé. J'ai croisé son regard. Je pensais qu'il me défendrait, dirait qu'elle était confuse, la ferait taire. Mais il ne l'a pas fait. Elle a regardé la foule et a dit « Nous avons remarqué des irrégularités. Nous essayons de comprendre ce qui se passe. Nous avons des inquiétudes ». Il l'a dit comme s'il essayait d'être neutre, calme, raisonnable, comme s'il s'agissait d'un audit de routine. Mais le message était clair. Elle ne me soutenait pas. Elle était avec elle. Cette nuit-là, l'association est morte. Le lendemain matin, les promesses de dons ont été annulées. Les courriels ont afflué. Un type a exigé le remboursement de ses $10 000. Un restaurateur qui avait collaboré avec nous pendant 3 ans a dit qu'il était déçu et qu'il ne renouvellerait pas son soutien. Certains n'ont même pas attendu les faits. Mon conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence sans moi. J'ai été temporairement relevé de toutes mes fonctions administratives jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie. Traduction. Il ne me faisait plus confiance. Je n'ai pas pleuré cette nuit. Je suis restée assise en silence pendant que Nat se servait du bourbon comme si c'était une soirée normale. J'ai demandé « Pourquoi dirait-elle ça ?» Il a dit « Elle s'inquiète. Il y a un compte à ton nom.de. L'argent a disparu. » Elle a porté cela à mon attention. Tu l'as cru. Elle m'a montré des choses. Je ne sais pas. Ça a l'air mal. Je suis sortie de la pièce avant de dire quelque chose que je regretterais. J'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, je suis allée au bureau. J'avais encore accès à la connexion. J'ai trouvé le compte rapidement. Elle était à mon nom. Il semblait que quelqu'un avait transféré environ $78 000 en 6 mois. Mais je n'ai jamais créé ce compte. Qui que ce soit, il savait comment fonctionnait notre système. Les virements étaient masqués pour ressembler à des paiements à des fournisseurs, de petits montants dispersés parmi les dépenses régulières. J'ai contacté notre fournisseur de logiciels et demandé l'historique des adresses IP liées à ce compte. Ils ont hésité, mais j'ai insisté, expliqué la situation juridique. Ils ont envoyé un rapport. Et la plupart des connexions provenaient de la même adresse IP. Je l'ai vérifié sur un site de suivi. C'était une adresse IP Internet résidentielle de Midville, en Pennsylvanie. Et la maison de Joanne. J'ai tout imprimé, je l'ai rapporté à la maison, je l'ai montré à Nat. Elle l'a regardé, a secoué la tête et a dit « Ça ne prouve rien. » De quoi parles-tu? Le compte a été consulté depuis sa maison. Peut-être que tu y étais et que tu as oublié. Elle a dit que tu étais passé il y a quelques mois. Et elle l'a dit si naturellement, comme si j'avais peut-être eu un trou de mémoire et que je m'étais connecté depuis sa cuisine. Je n'avais pas mis les pieds chez elle depuis 2023. J'ai appelé l'un des membres du conseil d'administration. J'ai tout expliqué, je leur ai montré le rapport. Ils étaient polis, mais il était clair qu'ils ne voulaient pas s'impliquer. L'un d'eux a même dit « Rachel,
je suis désolé, mais si ton mari et sa mère disent que quelque chose ne va pas, nous devons protéger les donateurs. Protéger les donateurs. Et me protéger, moi, j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient que l'histoire soit terminée, discrète, propre. J'ai commencé à travailler seul. D'abord, j'ai récupéré toutes les métadonnées que j'ai pu, heures de connexion, historique du navigateur, horodatage. Ensuite, j'ai fait preuve de créativité. J'ai acheté un téléphone prépayé, créé une fausse identité, Trish Meyers, prétendant faire partie d'une nouvelle fondation de donateur de Pittsburgh. J'ai envoyé un courriel à Joanne en utilisant une nouvelle adresse et j'ai dit que j'avais entendu dire qu'elle était experte en système bancaire à but non lucratif et que j'aimerais apprendre à mettre en place un acheminement discret des fonds pour les donateurs à valeur élevée. Je ne pensais pas qu'elle mordrait à l'hameçon. Elle l'a fait. Elle m'a appelé la même semaine, m'a donné des explications complètes, a même envoyé des PDF expliquant comment elle avait aidé d'autres à éviter les formalités administratives. J'ai enregistré chaque appel, sauvegardé chaque courriel. Sa voix expliquant comment créer des comptes sous le nom d'autres personnes, comment masquer les virements d'argent en tant que frais de consultation, plaisantant même sur le fait d'aider les ignorants à avoir l'air intelligent. Elle pensait m'impressionner. Elle n'avait aucune idée qu'elle creusait sa propre tombe. Je n'étais pas prête à rendre l'affaire publique pour le moment. J'avais besoin d'une dernière pièce. J'ai donc fouillé dans ses relevés bancaires. Cette partie a été plus difficile. J'ai dû demander à une amie avocate de m'aider à y accéder par le biais d'une demande de renseignements sur les divergences financières liées à l'audit de l'association. Elle l'a fait passer. Ce que nous avons trouvé, 42 000 $ dans un compte courant au nom de Joanne, étiqueté comme paiement de consultation de notre association. Le nom associé à l'expéditeur, Rachel T. Newman. Mon nom. Elle s'est payé et a fait croire que j'avais donné mon accord. Je ne savais même pas qu'elle avait accès au système financier. Mais elle l'avait, parce que Nat le lui avait donné. À un moment où j'ai vu ce paiement à mon nom, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas juste une fraude. Ce n'était pas juste un vol. C'était personnel. Joanne voulait ma ruine. Nat lui a donné les outils. Et tous les deux faisaient toujours semblant d'être les victimes. J'ai cessé de parler à Nat complètement. Nous vivions dans la même maison, mais je ne disais pas un mot. J'ai changé les serrures de la porte de mon bureau au travail et n'ai utilisé que mon téléphone privé pour communiquer. Je ne savais pas qui d'autre les aidait. J'ai commencé à creuser plus profondément. Une nuit, je parcourais d'anciens documents financiers, listes de fournisseurs, entrées de dons, factures, essayant de trouver des modèles dans l'argent volé. J'ai remarqué quelque chose de bizarre. Une société appelée JD Consulting figurait sur plusieurs factures remontant à 2 ANS. Je ne reconnaissais pas le nom. Personne au conseil d'administration ne les avait jamais mentionnés. Mais ils avaient reçu des paiements de 500 $ à 1000 $ presque tous les mois pour un soutien à la stratégie opérationnelle. L'adresse au dossier était une boutique UPS à Midville. Ça vous dit quelque chose? J'y suis allée, j'ai interrogé le commis au sujet de la boîte postale. Elle a dit qu'il ne pouvait pas donner d'informations personnelles, mais a confirmé que quelqu'un venait chercher le courrier 2 fois par semaine. Une femme d'âge moyen, une mèche grise dans les cheveux, conduisant une Honda bleu marine. Joanne. Elle avait créé une fausse société et canalisé l'argent de l'association par son intermédiaire pendant 2 ANS. Nat avait approuvé chacun de ses paiements. J. et sorti les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Chaque fois qu'elle était payée, Nat s'était porté garant du fournisseur, disant qu'il avait été recommandé par une relation familiale proche. Et elle n'a jamais dit que c'était sa mère. Je ne voulais plus attendre. J'ai imprimé les factures, les virements bancaires, les détails de la société. Écran J10. Je suis entré dans notre cuisine à 18h30, où Nat se servait son habituel verre de bourbon. Même routine, comme si de rien n'était. J'ai claqué le dossier sur le comptoir. Tu veux m'expliquer comment toi et ta mère avez blanchi l'argent des donateurs par le biais d'une fausse société? Il a fixé les papiers au début, puis son expression a changé. Tu as fouillé? Bien sûr. Je l'ai fait. Et elle a pris une gorgée et s'est assis. Tu ne comprends pas? A-t-il dit. Elle essayait juste d'aider. Tu travaillais trop dur. Tu ne voyais pas les fissures. Elle a volé une association à but non lucratif que j'ai créée. Et elle m'a regardé dans les yeux et a dit la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais entendue. Ce n'est pas comme si tu allais le remarquer. Tu étais trop occupé à jouer les héroïnes. Je jure que j'ai vu rouge. Et elle ne l'a même pas nié. Et elle pensait juste que je ne le découvrirais pas, que je resterais silencieuse pour protéger le nom de l'association. Que j'encaisserais le coup. Et elle s'est penchée en arrière et a dit, tu n'as pas la preuve que je savais ce qu'elle faisait. J'ai souri. Et elle ne savait rien des enregistrements vocaux, des courriels, des preuves écrites. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis sortie de la pièce, je suis allée dans la chambre d'amis et j'ai commencé à organiser tout ce que j'avais en 3 copies. Une pour mon avocat, une pour la police,
Une pour la presse. 2 jours plus tard, j'ai reçu un tuyau anonyme dans ma boîte de réception. Pas de nom, juste une phrase. Tu as raté quelque chose. Vérifie le fichier d'entiercement lié à l'agence immobilière. De Nat. Je ne savais même pas à quoi il faisait référence. Nat n'était pas actif dans l'immobilier, du moins plus maintenant. Mais je me suis souvenu qu'il détenait une licence inactive et qu'il s'était essayé à la gestion immobilière avant notre mariage. J'ai demandé une faveur à une ancienne amie comptable qui travaillait auparavant à contrat pour des agences de logement. Elle a sorti le fichier. C'était pire que je ne le pensais. Nat avait créé un compte de dépôt sous le numéro d'identification fiscale de l'association. Il l'avait utilisé pour garantir un acompte sur une propriété commerciale à l'extérieur de Pittsburgh. Un bar en rénovation. Le propriétaire officiel n'était ni lui ni Joanne. C'était une femme nommée Melissa Cartwright. Son ex-petite amie. Un nom que je n'avais pas entendu depuis des années. Ils étaient toujours en contact, travaillaient toujours ensemble et, à en juger par les apparences, ils construisaient quelque chose sur des fonds volés. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une véritable opération. Je ne suis pas allé voir le conseil d'administration. Je ne suis pas allé voir la police. Pas encore. J'avais besoin que tout soit aligné. J'avais besoin de les coincer. J'ai donc appelé Melissa, prétendant être un fournisseur potentiel pour la rénovation du bar. J'ai dit que j'avais eu son nom par Nat. Elle était chaleureuse, trop chaleureuse, comme si elle attendait l'appel. En moins de 5 minutes, elle a tout confirmé. Oui, Nat aidait à financer le bar. Oui, ils reconstruisaient quelque chose de formidable ensemble. Non, elle ne pensait pas que sa femme, moi, se mettrait en travers de leur chemin. J'ai raccroché. J'avais tout maintenant. Fraude, blanchiment d'argent, détournement de fonds, relations secrètes, vol d'identité, fraude électronique et suffisamment de preuves tangibles pour les ruiner tous les deux pour toujours. Mais je n'allais pas simplement l'envoyer à la police. Pas encore. J'avais autre chose en tête. Quelque chose qui leur ferait ressentir chaque seconde de ce qu'il m'avait fait. Après l'appel avec Melissa, je n'ai pas dormi. J'y suis resté allongé dans le noir à regarder le plafond, à penser à quel point cela était allé loin. Nat et Joanne n'avaient pas seulement volé de l'argent, ils avaient construit un avenir avec. Un bar, une nouvelle entreprise, une seconde vie, tout financé par mon travail et la confiance des donateurs. Ils n'étaient pas seulement des escrocs, ils prévoyaient de disparaître dans un nouveau chapitre comme si de rien n'était. Ils pensaient probablement que je demanderais simplement le divorce, que je panserais mes blessures et que je disparaîtrais. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. J'ai commencé à préparer un rapport complet à envoyer à mon avocat. Mais en examinant l'un des fichiers d'entiercement, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. L'un des signataires du projet de rénovation était un homme nommé Terry Millbrook. J'y connaissais ce nom. C'était un vieil ami de Nat de l'université. Il venait chez nous il y a des années, quand Nat avait encore son entreprise d'aménagement paysager. Un type louche, buveur invétéré, toujours à la recherche de la prochaine combine. Et la dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait déposé le bilan après une sorte d'escroquerie à l'assurance. Alors pourquoi était-il impliqué dans l'affaire du bar? J'ai fait une vérification des antécédents. Terry avait été répertorié comme cofondateur de JD Consulting 2 ans plus tôt. Le même faux fournisseur que Joanne avait utilisé pour canaliser les paiements de Hope Forward. Son adresse correspondait à l'une des adresses IP secondaires utilisées pour accéder au faux compte. Et elle n'était pas seulement un ami, il en faisait partie. Joanne, Nat, Melissa et maintenant Terry. C'était un travail d'équipe. Il l'avait planifié pendant des années. Un vol lent et méthodique, utilisant des sociétés écrans, divisant les comptes et se couvrant les uns les autres. J'y n'étais jamais censé le découvrir. Cette nuit-là, je me suis connecté à l'ancien ordinateur portable de Nat. Et elle l'utilisait surtout pour des choses personnelles, mais je me suis souvenu qu'il gardait certains de ses mots de passe enregistrés dessus. Et elle l'avait une fois laissé ouvert lorsqu'il était parti en voyage et j'avais copié quelques fichiers clés, juste au cas où. J'ai fouillé tous les dossiers. Un intitulé « Archives » a attiré mon attention. À l'intérieur, il y avait des mémos vocaux. Des dizaines. Et la plupart étaient de vieux rappels, des enregistrements de réunions ou des mémos pour lui-même. Mais un fichier datant de 6 mois avant le gala était différent. J'ai appuyé sur « Lecture ». La voix de Joanne. Tu dois la distraire. Laisse-la planifier le gala. Laisse-la être le visage de la chose. Une fois l'argent transféré, on s'en va. Nat, elle va devenir folle. Joanne, laisse-la. Elle va craquer. On dira que c'est le stress. Les donateurs nous croiront. Puis des rires. Tous les deux en train de rire. Mes mains tremblaient. Ils avaient prévu de me détruire. Me laisser porter le blâme, me regarder m'effondrer pendant qu'ils partaient avec tout. Ils en riaient. J'ai réalisé quelque chose. Le conseil d'administration ne se souciait pas du drame, mais il se souciait de son nom, de sa réputation,
De ces liens commerciaux. J'ai donc parcouru les registres des dons et les ai recoupés avec les dons politiques et les intérêts commerciaux de chaque membre du conseil d'administration. J'en ai trouvé deux qui étaient fortement liés à l'image publique. L'un possédait une chaîne de magasins d'aliments biologiques, l'autre se présentait aux élections municipales. Je leur ai envoyé un paquet anonyme. Pas d'adresse de retour, juste des documents, des enregistrements et une simple note. Ceci sera rendu public dans 72 heures, à moins que Hope Forward n'innocente officiellement Rachel Newman et n'ouvre une enquête complète sur les détournements de fonds internes. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'un des membres du conseil d'administration en qui j'avais confiance. Marcy. Elle a dit, Rachel, que diable se passe-t-il? Je lui ai tout raconté. Elle m'a rencontré pour prendre un café ce soir-là et a dit quelque chose qui m'a marqué. Ils ont choisi la mauvaise femme à arnaquer. 2 jours plus tard, j'ai reçu une invitation à une réunion privée du conseil d'administration. Pas de Nat, pas de Johan. Marcy avait tiré quelques ficelles. J'y suis entré avec un dossier, une clé USB et un visage impassible. Le conseil d'administration était assis autour d'une longue table, l'air nerveux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je leur ai exposé chaque détail. Le faux compte, les journaux d'adresse IP, les factures, l'accord immobilier, les mémos vocaux, le bar que Mélissa ouvrait avec de l'argent volé. Je n'ai épargné personne. Puis j'ai terminé par ceci. Ils ont essayé de m'enterrer devant les donateurs. Vous êtes tous restés en retrait. Maintenant, vous avez un choix. Vous protéger et réparer ça, ou couler avec UX. Il y a eu un silence. Puis l'un des membres a dit, que voulez-vous que nous fassions? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, laissez-moi terminer ce qu'ils ont commencé. Avec le conseil d'administration maintenant de mon côté, je suis passé à l'offensive. J'ai envoyé les preuves au bureau du procureur du comté d'Erie, à l'IRS et à l'unité de lutte contre la fraude des associations caritatives du procureur général de Pennsylvanie. J'ai intenté une action en justice par l'intermédiaire de mon avocat pour vol d'identité, diffamation et dommages financiers. Non seulement contre Johan, mais aussi contre Nat, Terry et Mélissa. J'ai gelé tous les actifs liés à l'association jusqu'à ce qu'un audit médico-légal par un tiers puisse être effectué. L'audit a révélé $20,000 supplémentaires en frais de consultation acheminés par différents fournisseurs écran. Des noms liés aux anciens camarades de classe de Nat. Johan avait allumé le feu, Nat avait versé l'essence, mais j'avais apporté l'allumette. Et je ne faisais que commencer. À la fin du mois de janvier, toute la ville était au courant. Les médias locaux s'en sont emparés en premier, puis un média d'État a publié un article. Scandale caritatif aérien. Une famille accusée d'avoir détourné des milliers de dollars. Ils ont utilisé de vrais noms, de vraies photos. Le journaliste a même qualifié l'incident du gala de tentative d'assassinat public. Cette partie a été dure. Ils ont essayé de faire de moi la méchante. Maintenant, c'était eux qui faisaient l'objet d'une enquête. Mais je n'avais pas terminé. L'IRS a agi rapidement une fois qu'ils ont vu les sociétés écrans et les faux 1099 sous le numéro d'identification fiscale de l'association. Ils ont gelé les comptes personnels et conjoints de Nat. Son ancienne banque d'affaires a reçu une assignation. Et elle essayait encore de faire comme si de rien n'était, allant au travail, disant aux gens que c'était un malentendu. Puis, un lundi matin, des agents fédéraux se sont présentés à son bureau. Ils l'ont fait sortir menotté. Fraude, évasion fiscale, vol d'identité, conspiration. Johan a été arrêtée la même semaine chez elle à Midville. Elle a crié sur les agents, a dit que je l'avais piégé, que c'était une chasse aux sorcières. Et la police s'en fichait. Ils ont trouvé des clés USB dans son bureau à domicile avec des feuilles de calcul intitulées « Budget de consultation, journal des dons alternatifs » et, sans blague, « Plan R de secours ». Elle leur a facilité la tâche. Melissa Cartwright a essayé de disparaître. Elle a arrêté le projet du bar et est partie en Ohio. Mais le bureau du procureur a retracé un virement de $28,000 sur son compte personnel. Ils ont émis un mandat. Elle s'est rendue une semaine plus tard. Elle a pleuré au tribunal, a dit qu'elle ne savait pas que l'argent avait été volé. Ils ont montré des courriels où elle plaisantait sur le fait d'être l'investissement secret du patron. Le juge n'a pas ri. Terry a essayé de se retourner contre Nat et Johan, prétendant qu'il n'était que le responsable de la paperasse. Mais sa signature était sur les contrats, son courriel était sur les factures des fournisseurs et il avait des SMS le montrant en train de parler d'écrémer le dessus sans que Rachel ne s'en aperçoive. Elle a plaidé coupable, a accepté de témoigner contre les autres. Elle a quand même eu 18 mois de prison fédérale. Le procès a duré des semaines. J'ai dû témoigner. Ce n'était pas facile. Ils m'ont mise à la barre et m'ont traîné dans tout. Mon mariage, mes finances, même la dépression que j'ai eue après le gala. Mais je suis restée stable. J'ai répondu à chaque question, montré chaque document, lu chaque enregistrement. Johan est restée assise, les bras croisés, tout le temps,
agissant comme si tout était de ma faute. Nat ne m'a pas regardé lorsqu'ils ont lu les verdicts. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise et j'ai laissé le soulagement m'envahir. Nat. Coupable. 5 ans de prison fédérale. Restitution ordonnée. Johan. Coupable. 3 ans de prison fédérale, plus un jugement personnel pour dommages et intérêts. Mélissa. Plaidoyer de culpabilité. 2 ans de probation. Pénalité financière. Terry. Plaidoyer de culpabilité. 18 mois de prison. J'ai divorcé de Nat. Le juge m'a accordé le contrôle total de tous les biens communs. Ce qu'il en restait. Et elle me devait près de 300 000 $ de dommages et intérêts. Je savais que je ne les verrais jamais tous, mais je m'en fichais. Son nom était ruiné. J'ai restructuré Hope Forward, fait le ménage, rétabli la confiance. Les donateurs sont revenus. Pas tous, mais suffisamment. Le conseil d'administration a publié des excuses publiques, admettant qu'ils avaient agi trop vite, fait confiance aux mauvaises personnes. Ils m'ont demandé de revenir en tant que directrice générale à temps plein. J'ai dit oui, mais avec des conditions. Transparence totale, surveillance indépendante, plus de confiance aveugle. Et moi, j'ai déménagé dans une plus petite maison à l'extérieur derrière. Paisible, calme. Pas de verre de bourbon sur le comptoir. Pas de sourire forcé de l'autre côté de la table. Juste de l'espace. J'ai beaucoup appris. Que l'amour peut pourrir. Que la loyauté peut être transformée en arme. Que le silence protège les mauvaises personnes. Mais j'ai aussi appris que la vengeance, la vraie vengeance, ne consiste pas à crier ou à claquer des portes. Il s'agit de tenir bon quand tout le monde veut que vous vous rétractiez. Il s'agit d'attendre, d'observer et de s'assurer que la vérité frappe fort. Je n'ai pas seulement obtenu justice. J'ai détruit chaque partie de la machine qu'ils avaient construite. J'ai très bien dormi après ça.